Bonjour tout le monde, c'est Mélissa et ça me fait plaisir d'être avec vous pour un nouvel épisode de Vue de chez vous à CCAP.tv et soutenu financièrement par la Caisse des Jardins de Charlesbourg. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 reportages avec entre autres Mégane et Francis qui ont rencontré des acteurs importants de notre milieu. Pour ma part, je discute avec un animateur et directeur du saisonnier qui après 11 étés a décidé de quitter. On fait un récapitulatif de sa carrière sur Vue de chez vous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec François qui travaille depuis plusieurs années au saisonnier, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de Garnotte. En fait, c'est ton dernier été au saisonnier, puis j'ai décidé de faire une entrevue avec toi parce que tu as marqué non seulement les jeunes du territoire, mais avec les événements que vous avez organisés au fil du temps, les gens de Lac-Beauport, de Stoneham, de la Couronne-Nord te connaissent. Bien, en fait, premièrement, merci de l'invitation, c'est vraiment super flatteur. Quand j'ai commencé au saisonnier, j'étais arrivé là-bas avec comme mon lunch pour faire la journée, là, puis j'avais pas nécessairement de linge de rechange. Puis finalement, ils m'ont tellement apprécié qu'ils m'ont gardé comme pour 2 autres jours pour continuer le séjour avec des enfants alors que c'était un stage. Mais pour vrai, là, quand j'ai découvert ça, là, pour la première fois, je savais même pas si j'allais aimer les enfants. Je connaissais pas de jeu de camp, je connaissais pas de tourne de camp, mais c'est comme si, pour vrai, j'avais goûté au sucre à crème pour la première fois de ma vie. Je voulais rester encore plusieurs étés. Mais 11 ans plus tard, à ce moment-là, j'aurais jamais pensé qu'un jour, ça allait pouvoir être possible pour moi de faire carrière dans les camps. Parce que pour vrai, en ce moment, je ne me verrais pas faire autre chose dans ma vie que de travailler dans une organisation de loisirs. Explique-nous, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué du saisonnier? Oui, c'était un plan B, mais comment t'as appris à travers les jeunes, puis comment t'as appris à travers cette expérience-là à devenir peut-être même une meilleure personne? Ce qu'on fait, c'est carrément l'éducation des enfants au niveau de l'autonomie, de savoir comment justement s'amuser avec un groupe de jeunes. Parce qu'à l'école, je veux dire, on apprend vraiment le partage, on apprend à comment travailler en équipe sur un travail commun. Mais tandis qu'ici, ce qu'on apprend, c'est de jouer avec n'importe qui. Parle-nous justement de cette implication-là, de ce besoin d'être présent presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est sûr qu'au camp de vacances, là, qu'il n'y a malheureusement pas cette année, je parle beaucoup au téléphone avec des parents. Je te dirais, l'implication bénévole que je fais, c'est sûr qu'il y en a. Là. À tous les soirs, moi, toutes les activités que je planifie pour mon staff, je les fais bénévolement parce que, honnêtement, c'est vraiment juste très plaisant. Puis le cas, c'est quoi? C'est environ, je dirais, entre 50 et 60 bénévoles. Moi, habituellement, je suis là du dimanche jusqu'au vendredi. Je couche tous les jours, les nuits au saisonnier avec les gangs de Leucan. Les expériences que ça nous a procréées, le sentiment de bien-être que ça nous procure d'aider les gens comme ça, c'est vraiment inqualifiable à quel point que c'est positif ce qu'on amène aux gens là-dedans. Il y a un gros message d'espoir derrière Leucan. Puis ces implications-là bénévoles font tout simplement en sorte que ma vie est encore plus fabuleuse aujourd'hui à cause de ça. Là. Comment se passe maintenant le dernier été, les dernières semaines à s'y trouver? Est-ce que c'est difficile ou le défi qui t'attend pour les prochains mois te stimule puis tu sais que la famille du saisonnier, ça va rester d'une façon ou d'une autre ta famille? Tous les gens qui étaient devant moi, je leur annonçais que je quittais, mais c'est comme moi qui les a tous engagés. Puis moi, en fonction de ça, je pensais pas nécessairement comme vivre un été sous la COVID, mais quand j'ai vu le défi, j'étais très motivé par ça. Puis pour moi, un modèle, c'est pas quelqu'un de lâcheux, puis je sais que je suis le modèle pour certains d'entre eux. Certains d'entre eux même. C'est plate de ça, là, puis c'est comme je veux être le plus humble possible, mais je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont eu de la peine que je parte. D'un côté, je suis comme triste de partir parce que c'est ma famille, mais de l'autre côté, je suis quand même content de partir parce que je sais qu'il s'annonce tellement des beaux jours pour moi dans ma jeune carrière de directeur en camp. On va te souhaiter un bon succès, puis on va continuer de suivre tes aventures et longue vie aussi à la famille du saisonnier là, qui fait une grande différence à Lac-Beauport et un peu partout au Québec parce qu'il faut le dire, il y a des jeunes qui viennent faire des camps de vacances, qui vont faire des camps scolaires aux saisonniers. C'est une belle organisation, puis on souhaite le meilleur pour la suite.
Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Mélissa. Puis si je pouvais terminer avec une bonne petite note, là, c'est que, ben, pour vrai, dans la vie, faites ce que vous aimez, puis vous allez être heureux, puis vous allez faire en sorte que les gens autour de vous qui vont vous côtoyer vont être heureux de vous côtoyer. Ben, merci beaucoup de ton temps. Il n'y a rien à ajouter. On te souhaite encore une fois un bon succès. Comment aider les entreprises à une ère où la COVID-19 a frappé très durement pour l'économie? Nous avons une entrevue qui est présentée par Francis en collaboration avec Caroline de chez Mallette pour aider et aussi éclairer les entrepreneurs de notre région. Bon visionnement! Donc, bonjour tout le monde. Cette semaine, à Vue de chez vous, j'ai l'occasion de m'entretenir avec une personne qui va être très intéressante, particulièrement pour nos entrepreneurs et pour les gens aussi qui tiennent à la survie de nos entreprises locales. Je suis en compagnie de Caroline Gauthier, qui est CPA associée chez Mallette. Tout à fait. Bonjour Caroline. Bonjour Francis, ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une discussion avec toi parce que tu as un rôle particulier chez Mallette. En plus d'être associé, tu es également très impliqué dans l'équipe qui vient en aide aux entreprises. Bien, en fait, je suis associée dans le département des services conseils chez Mallette parce qu'on a un département où est-ce que mon rôle dans la vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Et quand la crise est arrivée, tout de suite, on s'est mis à lire, à s'informer, à regarder les possibilités gouvernementales. Puis de fil en aiguille, bien, on a formé une équipe qu'on appelle l'équipe première ligne là, chez nous, qui sont au front, en fait, pour répondre aux questions de tous nos clients en lien avec la crise, les différents programmes de financement, de subvention. Donc, on est une équipe d'une douzaine de personnes là, actuellement qui ne font que ça, c'est-à-dire accompagner là, des clients dans la gestion là, de la crise. Et corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les entrepreneurs et les entreprises font beaucoup appel à vos services pour justement essayer de profiter de ces mesures-là qui sont mises en place par le gouvernement. Oui, on fait appel à nous pour comprendre les programmes, pour voir c'est quoi les programmes qui sont disponibles, comment je peux les obtenir et les mises à jour. Parce que la crise évolue et les programmes changent également. Je pense que votre rôle est particulièrement important parce que compte tenu de l'évolution et du nombre de programmes qu'il y a, à moins d'être très bien outillé en comptabilité, ça peut être pas simple de s'en sortir. Fait que, avant qu'on parle du big picture, là, ben oui. Ouais. Il est facile de critiquer les programmes actuellement. C'est très difficile de poser ce genre de jugement-là parce que, tu l'as mentionné, le gouvernement, son objectif, c'était d'injecter d'argent le plus rapidement possible dans l'économie pour éviter une catastrophe. Et c'est là aussi pourquoi les programmes évoluent, parce que la crise évolue, les gouvernements s'ajustent, ont plus d'informations, sont en mesure de mieux interpréter peut-être les besoins de nos entrepreneurs et ils donc ajustent les programmes en conséquence. C'est quoi les autres mesures peut-être là, qui ont été peut-être un peu plus populaires auprès de nos entrepreneurs puis qui permettent justement à notre communauté entrepreneuriale de voir un avenir à court terme? Comme j'ai mentionné tantôt un peu brièvement, là, mais ce qui est le plus important actuellement pour les entrepreneurs, c'est la gestion de leur liquidité. Tu sais, j'ai tant d'argent qui rentre à toutes les semaines, fait que j'ai tant d'argent à dépenser à toutes les semaines. Si j'en dépense plus qu'il en rentre, bien là, ça me pose un peu problème. Il faut que j'aille chercher du financement. Donc, dans les programmes qui ont été remis par le gouvernement, il y a deux types de programmes. Il y a des programmes de financement et il y a des programmes de subvention. Dans les programmes de financement, qui sont très intéressants, mais ça demeure une dette. Ouais. Donc, on reporte dans le temps une sortie de fonds. Aujourd'hui, ils me permettent d'avoir des entrées de fonds dans mes comptes de banque. L'entrepreneur, ce que ça lui permet, c'est de lui payer des frais fixes. Il faut quand même se projeter dans l'avenir et dire un jour, il va falloir que je la rembourse, cette dette-là. Et elle a quand même des coûts d'intérêt. Le big picture, là, au niveau de nos entreprises au Québec, est-ce que vraiment on vit une hécatombe auprès de nos petits entrepreneurs ou est-ce que, somme toute, ça se passe quand même bien? Et ça dépend de quel point de vue on le regarde. Mais ce n'est pas un hécatombe actuellement sur est-ce que nos entreprises vont survivre ou vont mourir. On n'est pas encore rendu au point de dire que toutes nos entreprises vont mourir. Est-ce qu'ils souffrent? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce qu'ils doivent revoir leur façon de faire? Absolument.
s'ils ne le font pas, c'est là qu'ils risquent de mourir. Mais les programmes qui sont en place, et comme tu l'as mentionné, le fait que tout le monde est touché, ils doivent regarder leur liquidité, ils doivent revoir leur façon de faire, leur ratio de productivité, des ententes, ils doivent quand même négocier des ententes avec des fournisseurs, avec des locataires, avec des propriétaires, avec les affaires publiques, avec le gouvernement, avec... ça leur apporte quand même beaucoup de choses à gérer, à penser, à réfléchir. C'est dans ce sens-là que nos entreprises souffrent, mais ne sont pas encore sur le bord du gouffre. Si je t'entends bien, Caroline, dans le fond, la meilleure façon de faire face à ce qui s'en vient, que ce soit vers une fin de la crise ou vers une deuxième vague de confinement, c'est planifier. T'sais, on parle beaucoup d'innovation, là. Oui. C'est le meilleur moment. Prends du recul. Assis-toi, regarde ta business, dis comment je pourrais l'améliorer, comment je pourrais faire mieux. Puis est-ce que mes clients vont agir de la même façon? Le conseil que j'ai à dire aux entrepreneurs, là, c'est vraiment profiter. On peut tout voir noir, mais s'il y a une lumière là-dedans, là, c'est que vous avez maintenant du temps pour réfléchir. Est-ce que, en terminant, là, il y a peut-être un élément que tu aurais aimé mentionner aux gens, un conseil à donner ou quelque chose? Bien, oui, merci. En fait, je l'ai mentionné rapidement tantôt, là, le programme de subvention salariale d'urgence a été mis à jour hier pour les périodes de juillet à décembre. Informez-vous, prenez le temps de lire, mais je vous dirais surtout consulter les spécialistes qui sont autour de vous. C'est un beau programme, je le répète, il rend encore plus accessible à la subvention, mais il est plus complexe. Donc, entourez-vous de professionnels, c'est le moment. J'ajouterais juste pour confirmer ce que tu viens de dire, Caroline, que c'est pas simple s'embarquer dans ces programmes-là quand on les connaît pas et qu'en plus, une erreur peut être assez coûteuse. Donc, soyez certains de faire appel aux bonnes personnes. Mégane a discuté avec le président des Résidences Patrimoine pour parler de comment se déroule l'organisation des résidences pour personnes aînées en temps de COVID. Voyez maintenant son entrevue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec François Audet, résident de Lac-Beauport et président fondateur chez Groupe Patrimoine. Bonjour François. Bonjour Mégane. Groupe Patrimoine, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans et qui se spécialise dans la gestion de résidences pour aînés. François, parle-nous un peu de l'histoire derrière cette belle entreprise qui a vu le jour en 1996. J'avais vu un terrain qui me paraissait intéressant à Charlesbourg, sur le coin de la 55, la 56, puis ça m'appelait. Je trouvais c'était une vieille maison, puis je trouvais que je pouvais redonner une vie à ce site-là qui s'appelle Résidence Charles-Renaud aujourd'hui. Dans les années 99-2000, on s'est associé à un autre groupe qui s'appelle Réseau Sélection, qui est très connu aujourd'hui. Mais eux autres aussi, ils commençaient leur ascension à ce moment-là. Puis ensemble, on s'est entraidés. Moi, j'étais assez à jour sur les chantiers. En ce temps de COVID, en ce temps de pandémie, quelle est la mission que se donne le groupe Patrimoine? Mais il y a une base qui est importante là-dedans, puis que nous, on avait, puis qu'on sous-estimait un petit peu, en tout cas, qu'on avait d'acquis, c'est de s'occuper des gens, puis d'être vraiment présent au moment où c'est arrivé. Puis c'est ce qu'on a fait. Je dis toujours à tout le monde, c'est pas toujours facile d'opérer après tant d'années, mais pour nous autres, on a focusé sur le plus important, notre client. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le plus difficile de nos jeunes aînés dans nos nouveaux projets, c'était que les gens étaient confinés à la maison, puis qu'ils ne peuvent pas voir leur famille. Ça, c'était, pour nous autres, très, très difficile. Dites-moi, quelles sont les mesures qui ont été mises en place par Groupe Patrimoine pour animer et divertir vos résidents en cette période de pandémie et de confinement? Bien, au début, je te dirais qu'on était en temps de crise, fait qu'on n'a pas fait grand-chose parce que, en fait, la distanciation, c'était comme important, les masques, tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on va être obligé de vivre avec peut-être pendant peut-être 2 ans, le temps d'avoir un vaccin, mais tu sais, on essayait de pas trop être près de nos aînés, puis vraiment le nettoyage, en fait, des passages, puis de tout ce que les heures communs, on les a fermés tranquillement, les heures communs. Moi, j'y allais à chaque jour, 2 jours dans une des résidences, les fins de semaine. Je disais, OK, ben là, il y a trop de monde à même place. Puis c'était vraiment quelque chose de nouveau pour tout le monde. Hein. Ça fait que je pense que ça a été... c'était peurant, là. Tu sais, ce qui se passe, c'est gros, ce qui s'est passé. Puis là, tranquillement, on s'en va vers une vie plus normale, à dire qu'on a un masque, qu'on se lave les mains. Mais les activités, on s'est ajusté le premier mois et demi, 2 mois. Puis après ça, on a commencé à faire Zumba, balcon,
une émission de télé qu'on a installée à nos résidences avec EMB Bâtiment, qui sont des promoteurs qui ont 8 projets à leur actif, mais eux autres étaient très, très animés. Puis ils nous ont appelés pour collaborer et dire, regarde, on aurait une émission de télé à l'intérieur, puis on pourrait faire venir des artistes, parce que les artistes n'avaient pas de travail, c'est que là, on pourrait avoir des artistes à meilleur prix. Malgré tout, ça s'est bien passé, puis on n'a pas eu de cas. Alors, on est très fiers de ça. Combien d'employés dévoués, que ce soit infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, cuisiniers, est-ce que vous comptez parmi vos diverses résidences à travers le Québec? On a 467 employés. On a une résidence qui est à Montréal, on a une à Warwick, puis le reste, c'est pas mal à Québec. Depuis qu'on a commencé à développer, mais ça a amené une jeunesse à l'équipe, des employés de 25-30 ans qui veulent, qui ont du gaz, puis qui ont des diplômes. François, à travers vos diverses résidences à travers le Québec, à ce jour, combien d'aînés ont choisi Groupe Patrimoine comme milieu de vie? On a 1400 appartements actuellement. Là, on a notre nouveau bébé Humanité depuis janvier 2019, qu'on s'occupe des gens atteints de maladies cognitives. Les employés, à 8 heures le soir, ils se mettent en pyjama pour annoncer que la nuit s'en vient parce que les gens perdent certaines notions. Les employés arrivent à travailler en pyjama ou dans une petite fermette, les animaux, la connexion avec les gens, avec la cour intérieure, il y a beaucoup ça. Alors, on est à peaufiner ça, puis l'avenir est vraiment prometteur pour nous. François, pour vous et vos employés, chacun de vos résidents est important et compte à vos yeux. Au jour le jour, quel genre d'attention est-ce que vous leur portez pour leur démontrer votre affection? C'est bien important de s'occuper du client puis de donner du temps au client. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir des travailleurs sociaux qui, eux, avaient l'approche beaucoup de clients. Puis c'était ça qu'on voulait, l'accompagnement, puis donner du temps, puis de l'écoute. Finalement, François, quels sont les projets futurs de Groupe Patrimoine qui verront le jour au cours des prochaines années partout en province? Bien, en fait, on a une phase 2 pour Humanité qui s'en vient pour 2021. Après, on a aussi une phase 2 à Jules Verne, qui est un projet de 352 unités. Après ça, on a un autre projet à Beauport qui devrait se finaliser ces jours-ci. Donc, quand l'émission va être diffusée, ça devrait être closé l'été prochain. Marc Aurel, qui est sur le coin de Le Bourgneuf, à côté de Gary-la-Capitale, 373 unités, qui va avoir une phase 2 là aussi. Puis, l'avenir est prometteur. Il y a de la demande à Montréal. Comme je disais tout à l'heure, ça commence en 2026. Alors, pour nous autres, 2021, il y a une cohorte qui arrive, mais en 2026 jusqu'en 2041, c'est ça la force, je pense, du groupe, c'est de s'ajuster rapidement à ce que le client veut. Alors, c'est un peu ça l'avenir pour le Groupe Patrimoine. Merci beaucoup, François, pour votre temps. Évidemment, ce qui ressort, c'est que Groupe Patrimoine est une entreprise humaine qui a le vent dans les voiles et qu'évidemment, si nous sommes à la recherche d'une résidence pour aînés, on sait évidemment qui choisir. Et pour de plus amples détails sur Groupe Patrimoine, on invite les gens à visiter votre site Internet. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Mégane. Bonne journée. Bonne journée. Alors qu'ils ont vécu dans l'incertitude pendant de nombreuses semaines, aujourd'hui, Alicia discute avec le directeur des ventes du village vacances Valcartier qui a pu rouvrir ses portes il y a déjà quelques semaines. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Sandra Nadeau. Sandra, vous êtes la directrice aux ventes, au marketing et aux communications du village vacances Valcartier. Comment ça va, Sandra? Ça va bien, merci. Oui, vous avez rouvert depuis quelques semaines maintenant le parc aquatique extérieur, le camping et l'hôtel Valcartier pour le plus grand plaisir des gens parce qu'on sait à quel point le village de vacances Valcartier, c'est un endroit très prisé pour les Québécois. Et avec la situation qu'on a eue dans les dernières semaines, derniers mois avec la COVID, vous avez dû prendre plusieurs mesures aussi dans le parc. Quelles sont ces mesures? En fait, la première mesure importante, c'est qu'on demande aux gens d'acheter à l'avance sur Internet une date précise et même une plage horaire précise pour l'arrivée des gens, pour être capable de répartir un peu plus sur une plus longue période l'arrivée des gens et diminuer comme ça le rassemblement de personnes puis respecter la distanciation. Ensuite de ça, on a ajouté certainement des zones de sens unique, des stations de désinfection à l'entrée de chacune des attractions. Ensuite, on demande aux gens de ne pas déplacer non plus les équipements, les chaises longues, les tables à pique-nique. Nous, on a augmenté aussi nos rondes d'entretien ménager à tous les niveaux. Les attractions qui ont des équipements comme des tubes ou des tapis
sont désinfectés aussi après chaque utilisation. Alors, c'est des gros changements, mais ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes qui peuvent se rendre au parc? Oui, à chaque jour, on a une capacité limitée. Alors, les gens, jusqu'à maintenant, on a quand même eu quelques journées complètes. Il faut surveiller la date à laquelle on veut venir. On accepte à peu près 30 % de notre capacité habituelle de gens sur le site pour cet été, là, dû à la situation de la COVID-19. Jusqu'à présent, comment est-ce que ça se passe, cette gestion-là? Ça se passe bien. Les gens, je pense, dans les habitudes des gens, c'est de plus en plus ancré, la distanciation, le respect des mesures d'hygiène, se laver les mains. Nous, on est dans l'eau chlorée aussi dans la majorité du temps. Alors, le chlore en soi est efficace pour contrer la contamination, mais c'est toutes les aires communes où il faut faire un effort supplémentaire, les espaces de restauration, les billetteries, les casiers, les vestiaires, où là, on a vraiment mis en place des capacités maximum dans les toilettes, les salles pour se changer, les casiers. Le retour des clés aussi se fait différemment pour les casiers. Alors, on a vraiment pensé à tout pour que l'expérience soit sécuritaire. Comment est-ce que vous entrevoyez l'achalandage de cet été? C'est certain qu'on n'aura pas les journées qu'on avait là, dans le passé où on pouvait avoir des dizaines de milliers de personnes ici sur le site en même temps, où on ne pensait même pas à la distanciation à ce moment-là. Mais les Québécois semblent être au rendez-vous. Les Québécois n'ont pas la possibilité non plus de beaucoup aller à l'extérieur, aux États-Unis, dans le Maine, même en Ontario. Les gens sont plus frileux, les gens restent ici. Je pense que le village vacances Valcartier, c'est un incontournable dans les vacances des Québécois. Puis ça répond bien, là, les gens ils ont le sourire. Ça fait du divertissement aussi qu'ils ont besoin depuis longtemps. Là. Alors on le voit, puis les gens sont très respectueux des consignes, puis ça se passe vraiment bien. Bon, ben ça, très, très heureuse d'entendre ça. J'avais envie de vous parler aussi, parce que bon, vous êtes ouvert l'été, là, c'est votre grosse période, mais vous êtes ouvert tout au long de l'année, puis l'hiver, vous avez plein d'activités aussi à proposer. J'aimerais que vous m'en parliez. Bien, l'hiver, ça va être la 5e saison où on va avoir l'Hôtel de glace ici à Québec, qui est un site touristique qui est unique presque au monde, en Amérique du Nord. En fait, là, c'est le plus gros hôtel de glace. Il y en a un autre en Europe, mais c'est très prisé par la clientèle internationale. C'est sûr que pour l'hiver qui s'en vient, on va voir si ça répond autant. On avait beaucoup de gens qui venaient visiter, qui venaient dormir à l'Hôtel de glace. Nous, on pense encore avoir un hôtel de glace, bien certainement, à Valcartier là, cette année. Par contre, l'hôtel va être fait un petit peu différemment. Il y aura possiblement moins de chambres parce qu'on pense avoir aussi moins de réservations pour les gens qui vont venir dormir. Sinon, on a le centre de glisse hivernal sur tube aussi qui est un incontournable. Alors ça, c'est une activité à l'extérieur. Alors, on ne pense pas avoir beaucoup de difficultés à rendre le service puis à rendre cette activité-là accessible pour les Québécois aussi là, dès le début décembre. Oui, puis c'est sûr que toute la situation qui entoure le COVID va évoluer aussi. Donc, j'imagine que vous n'avez pas le choix de vous adapter dépendamment de comment ça va se passer là, dans les prochaines semaines. Exactement. On va suivre la situation de près parce qu'on ne le sait pas. Hein. On parle d'une deuxième vague. Est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce qu'il y aura des impacts sur les différents attraits? On va bien sûr se conformer. Ben écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure une belle continuité, puis une belle saison d'été. Merci pour l'entrevue. Puis pour les gens qui aimeraient avoir toute l'information au niveau des activités que vous proposez ou si vous avez des questions, ben, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.valcartier.com. Merci Sandra. Merci. Vous êtes intéressé par l'esthétique? Eh bien, Rosalie nous fait une entrevue qui nous permet de distinguer l'esthétisme à la micro-esthétique avec une entrepreneure de Stoneham et Tewksbury. Allô Alexia, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Rosalie? Ça va super bien, merci. Et comment tu as commencé pour être esthéticienne? Parce que tu as commencé ça très jeune dans ta vie. Oui, bien en fait, ça a toujours, je dirais, été inné. Depuis que je saute comme 3 pommes, que je m'intéresse à tout ce qui est beauté, maquillage. J'ai toujours vraiment trippé dans ce domaine-là. Puis quand ça a été le temps de vraiment m'orienter à l'âge de l'adolescence à peu près, je me suis dit, je vais vraiment aller sur une voie qui me passionne au lieu de choisir, mettons, une stabilité. Puis, qu'est-ce qui te différencie, parce que j'ai dit technicienne en médico-esthétique, qu'est-ce qui te différencie d'une esthéticienne ordinaire?
En fait, la grande différence, c'est que moi, je suis spécialisée beaucoup dans ce qui est appareillage en esthétique. Fait que je travaille des lasers, je travaille des IPL, je peux travailler aussi du fractionnel, etc. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans des technologies. Je travaille avec un médecin, donc je travaille des technologies un petit peu plus poussées que juste faire, exemple, des soins du visage ou des ongles. J'ai passé par là aussi, ça a été dans mon parcours. J'ai aimé, mais je me suis vraiment rendu compte que mon dada à moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était d'aller travailler avec les technologies, aller travailler un petit peu plus en profondeur dans la peau, traiter plus les problématiques de peau. Pourquoi c'est important pour quelqu'un, non seulement qui a un problème cutané ou quelqu'un qui a une belle peau, qui serait important d'aller vérifier auprès d'une esthéticienne avant d'acheter le produit? Donc, il y a plusieurs petits trucs que les compagnies peuvent faire pour déjouer un peu le consommateur. Fait que nous, on est enseigné par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ça l'aide à être capable de prendre position par rapport à un produit et de dire, bon, ben celui-là, il est bon pour vous, celui-là, il n'est pas bon pour vous. Voici la raison. Donc, je pense que c'est ça qui est important, là, c'est vraiment d'aller voir notre type de peau parce que si on ne prend pas les bons produits pour son type de peau, on peut empirer son cas. Donc, de là, d'aller voir une professionnelle qui connaît le domaine. Parce qu'il y a évidemment des différences entre les produits que vous distribuez chez les esthéticiennes et les produits qui sont vendus sur les tablettes en surface. Oui. C'est sûr que moi, je dis toujours, pardon, un entretien est mieux que rien. Par contre, les compagnies en pharmacie, ce qui est malheureux, c'est que ils sont bons en marketing, ils sont bons pour vendre une image. Je dis pas que tous les produits en pharmacie ne sont pas des bons produits, mais il y en a. Et il y en a qui empirent beaucoup les cas de clientes. C'est sûr qu'on s'assure d'avoir des ingrédients actifs un petit peu plus performants quand on va chez une esthéticienne. Surtout aussi quand c'est supervisé d'un médecin également, parce que les médecins ils vont avoir aussi une accessibilité à d'autres types d'ingrédients actifs plus actifs. C'est d'ailleurs le cas chez Reflet Clinique parce que tu es résidente de Stoneham, mais tu pratiques à Le Bourgneuf présentement et c'est supervisé par un médecin. Dis-moi là-bas, qu'est-ce qui est possible de se faire traiter? Avec quel genre de problème on peut arriver chez Reflet Clinique? Chez Reflet Clinique, je dirais qu'on est surtout spécialisé en pathologie, si on veut, de la peau. Donc, on a beaucoup de clients qui vont venir nous voir pour le traitement de l'acné. On a des clients qui viennent nous voir pour le traitement des taches pigmentaires, surtout qu'est-ce qui est mélasma, qui est comme le masque de grossesse qu'on voit typiquement chez la femme enceinte ou allaitante. Ce qui différencie vraiment l'esthéticienne du médico-esthétique, c'est qu'on va venir traiter le problème avec une machine et c'est le cas chez Reflet Clinique, vous avez vraiment les machines nécessaires. Oui, effectivement, nous, on travaille avec la machine InMold, qui est un appareil assez versatile qui nous permet de brancher plusieurs plateformes. Et ces plateformes-là vont venir travailler une problématique. Donc, on a une plateforme IPL pour venir travailler les taches pigmentaires. On a une plateforme fractionnelle pour venir travailler le vieillissement de la peau, le grain de peau ou sinon l'acné. On a aussi un laser pour les poils et ensuite de ça, on a même une plateforme en fait qui est le Votiva, qui est du resserrement vaginal en fait pour la perte en fait de sensation ou le desserrement en fait des parois. La clinique Reflet, c'est aussi une clinique de santé de la femme. Ouais. Effectivement, en fait, Dr. Brouillette, qui est la propriétaire, elle est médecin de famille, donc elle est omnipraticienne, et elle se spécialise dans tout ce qui est suivi gynécologique, suivi de grossesse. Alors, quand vous allez arriver à la clinique, vous avez vraiment une portion de notre clinique qui est réservée pour ça, et une portion qui est réservée à l'esthétique privée. L'autre, c'est vraiment avec la RAMQ, c'est au public. Si jamais quelqu'un avait des questions, avait envie de s'équiper en produits, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, toi ou Dr. Brouillette? En fait, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, c'est Reflet Clinique, même chose sur Instagram. Vous pouvez passer par notre boutique qui est La Suite Cosmétique sur Instagram et Facebook. Nous, on se trouve sur Pierre-Bertrand, en fait, c'est pas le Bourgneuf. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre email, c'est info@refletclinique.com. Merci beaucoup, Alexia. Puis on invite tout le monde à vous consulter pour des problèmes cutanés ou juste pour aller se faire un bon facial. Un petit bon d'horlotage. Oui, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.
Merci beaucoup d'avoir visionné ce nouvel épisode de Vue de chez vous. Si vous êtes intéressé à regarder l'intégralité des émissions présentées jusqu'à maintenant, rendez-vous sur la page YouTube de CCAP.tv. On se dit à très bientôt pour d'autres reportages. Tournez chez nous.